Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver ici sur Guadeloupe la Première pour votre talk show Ijalais. Ce soir, c'est un thème qui a été suggéré par l'un d'entre vous. Nous parlons du burn-out. Et oui, avec nos experts, mais avec vos commentaires, vos questions également par WhatsApp ou par texto au 06 90 65 51 53. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le burn-out, peut-être que vous en avez fait un également, vous voulez échanger avec nous, c'est ce soir dans Ijalais, parce que mesdames et messieurs, Ijalais. Le burn-out, nous en parlons avec nos experts ce soir. Nous avons Dr Anne-Marie Monerville-Laviolette, qui est médecin du travail ergonome. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un grand plaisir. À vos côtés, Jonathan Lacavé, psychologue et sophrologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous sur le plateau. Plaisir est partagé. C'est lundi, la rubrique du département ce soir. On va parler de sport. Et ce sera avec Michael Mirabli, qui est le directeur de l'éducation et du sport au conseil départemental. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, on va parler des programmes que le département met en place autour du sport. Pour permettre justement d'accompagner les associations sportives, les comités et ligues sur leur programme 2024 par le biais du contrat d'objectif. Très bien, donc préparez vos stylos de quoi noter, vous connaissez, comme ça vous aurez toutes les informations. Et je suis également ravie de retrouver Pascal Bravo. Coucou. Comment vas-tu? Ça va, Tu as Jessie. passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end. Musique, peinture. Plutôt sportif. Sportif? Oui, ça a été un week-end plutôt. Des fois, il faut changer Oui, les à activités. Daniel Marius. J'ai croisé Daniel Marius du côté de Petit-Bourg. Football, basket? Basket. Basket, toujours. Basket. C'est bien, C'est bon. basket, volley, basket. Bon, on va en parler tout à l'heure. Non. Avec plaisir. Alors, le burn-out, c'est un thème que l'on entend souvent ces jours-ci. Le burn-out, c'est un mot anglais. Burn-out. Alors, burn, c'est brûler. Burn-out, ensemble, on pourrait dire brûler de l'intérieur, se consumer. Et nous en parlons tout de suite au niveau de la définition avec Dr Anne-Marie Monerville-Laviolette. Alors, quand on entend le mot burn-out, on l'entend souvent à la télé, dans les émissions, dans les films. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment, le burn-out? Alors, tout d'abord, le burn-out, c'est un terme qui a été emprunté à l'industrie spatiale où on parle d'un engin qui surchauffe parce qu'il est à court de carburant. Donc, c'est J'aime une beaucoup la très belle métaphore. analogie. Et donc, le burn-out va apparaître surtout chez la personne qui va être hyper investie au travail. Et c'est vraiment le syndrome d'épuisement professionnel D'accord. qui va être à l'origine de tous les symptômes. Et c'est surtout l'exposition à une situation de stress chronique où l'individu est en permanence en déséquilibre, ressources contraintes. J'ai pas les ressources pour faire face aux contraintes et je vais développer. À ce moment-là, s'installe un stress chronique et j'aurai toutes les conséquences du stress chronique sur mon organisme. Alors, à quel moment on sait qu'on est... Est-ce que c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain? Est-ce que c'est quelque chose à long terme qui s'installe doucement mais sûrement? Ça s'installe doucement, sûrement. Le burn-out était écrit en 3 phases. La première phase est... Alors, les 3 phases qui ne sont pas forcément inéluctables. Hein. D'accord. On peut très bien, dès la phase 1, prendre conscience qu'on est peut-être un syndrome d'épuisement professionnel et faire ce qu'il faut. Donc, la première phase, c'est cette sensation de fatigue. Cette fatigue où je récupère pas malgré le fait d'être en congé, malgré le fait de prendre des week-ends. C'est cette fatigue où on récupère pas. Ensuite, il y a une phase 2 qui arrive beaucoup plus loin, lentement. C'est la phase un peu très particulière qui est cette phase de dépersonnalisation. Où en fait, j'ai tellement la tête sous l'eau. Alors, dans les métiers de la santé ou les métiers à caractère social, c'est-à-dire que vous avez la personne en face, mais vous êtes incapable d'être dans une empathie. C'est avec cette personne. C'est vraiment, on est une sorte de dépersonnalisation. D'accord. Ensuite, avec la phase, tout à l'heure, j'ai oublié de parler quand même de cette phase aussi d'asthénie et de fatigue, et de labilité émotionnelle, où je passe des rires à des pleurs, où j'ai l'impression que tout me touche. Et puis la phase 3, qui est la phase où s'installe le vrai syndrome dépressif, parce que j'ai mis tout en place, je mobilise toutes mes ressources pour y arriver. Et malgré tout, je n'y arrive pas. Et on est bien chez de l'hyper-investi et on est bien dans un syndrome d'épuisement professionnel. Alors, Jonathan Lacavé, en tant que psychologue et sophrologue, est-ce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes en Guadeloupe? Est-ce que vous avez souvent des patients qui viennent avec des symptômes ou des questionnements sur le burn-out? C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui consultent pour ça. C'est un motif de consultation assez régulier. On considère dans les chiffres qu'un adulte sur 4, un actif sur 4 est en burn-out, situation de burn-out. C'est un chiffre qui paraît quand même assez énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out qui ne le savent pas. Oui.
Donc, sûrement, les chiffres sont encore plus gros que ça. Pascal, tu veux? J'ai du mal à comprendre la différence entre le burn-out et la dépression, en fait. Ou est-ce que le burn-out, c'est une dépression poussée C'est lié au travail, vas-y. Non, en fait, le burn-out, c'est difficile et c'est pour ça que c'est un thème qui est galvaudé. Le patient va avoir des signes cliniques du fait d'être exposé, d'être dans une situation d'exposition et stress chronique. Mais vous aurez les mêmes signes cliniques qu'il s'agisse d'un burn-out que d'un bore-out, que de burn-out. Qui sont deux termes différents. Oui, bien sûr. Le burn-out, c'est vraiment l'engin qui surchauffe parce qu'il est à court de carburant. Et c'est relié au monde professionnel. C'est vraiment, et c'est purement au monde professionnel. Okay. La dépression n'est que l'étape ultime du burn-out. Mais Dieu merci, tous les burn-out n'arriveront pas à la dépression. D'accord. Voilà. Okay. Oui, Jonathan. Il y a une belle différence quand même entre dépression et burn-out. Les gens qui sont en burn-out, en général, c'est un état d'anxiété très élevé. C'est des gens qui font tout pour y arriver, qui sont surinvestis, mais ils y mettent tellement de force, d'énergie. Parfois, ils peuvent poursuivre des objectifs absolument réalistes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Alors qu'on a la phase de dépression typique, il va y avoir une forme de fatigue, d'asthénie, de j'en ai marre, j'ai la flemme, je ne veux plus rien faire. Alors, il arrive bien souvent aussi que dans un cas de burn-out, on développe une dépression, ça se surinfecte. C'est le burn-out peut donner. Est-ce qu'il y a un âge pour faire un burn-out? Non. Donc, on peut le faire à 18 ans, 25, 40, 60. Et même les jeunes actifs sont sujets au burn-out, contrairement à ce qu'on pense. C'est possible. Quand même pas. Michael, vous voulez dire quelque chose? Effectivement, on pense au monde du travail, mais un jeune qui est dans le cadre scolaire, qui a l'intensité des devoirs, l'intensité, l'exigence, peut se trouver aussi dans l'anxiété et avoir peur d'échouer. Donc, alors, de plus justement, en plus tôt, Marie, vous secouez la tête. Oui, non, c'est pas ça le burn-out. Et c'est vraiment important. C'est ça. Et pour nous, les professionnels de santé, de la santé au travail, ce qui est important, c'est pas tant la clinique. La clinique, elle va, comme je vous ai dit, elle peut se ressembler. Ce qui va être important, c'est l'anamnèse professionnelle. C'est ce que la personne va nous raconter de son histoire professionnelle. Cette personne qui vous dit, peu importe son âge, je suis cadre, je viens d'être nommé, comme disait tout à l'heure Jonathan, les objectifs qu'on me donne ne sont pas réalistes, mais malgré tout, je me donne l'objectif d'y arriver. Or, c'est pas possible d'y arriver. Donc, quelque part, et c'est souvent le plus investi et le plus résistant au stress. C'est celui qui va être le plus costaud qui va arriver au burn-out. Alors, justement, comment on fait le diagnostic du burn-out? Qui le fait déjà? Est-ce que c'est le médecin généraliste? Est-ce que c'est le médecin du travail? Est-ce que c'est le psychologue? Qui diagnostique ce burn-out? En tant que médecin du travail et puis bien formé sur la question, je dirais le médecin du travail, mais j'ai besoin de l'appui du psychologue, j'ai besoin de l'appui du psychologue du travail qui va avoir un œil organisation de travail et rechercher aussi, parce qu'il ne sait pas tout dire, il y a un burn-out. S'il y a un réel déséquilibre ressources-contraintes, il faut quand même aller... il faut interroger l'organisation de travail. Donc, c'est vraiment un travail de toutes les équipes qui autour du salarié qui permettra de les... Voilà. Alors, je vais vous dire un peu ce que je vois, moi, de ma clinique, donc de ma pratique en libéral. Les personnes qui viennent me voir pour un burn-out, en général, sont envoyées par leur médecin. Ils ont travaillé énormément, il y a une surcharge au travail. Ils vont voir le médecin parce qu'il y a un symptôme, parce qu'il y a un épuisement, parce qu'il y a un trouble médical avéré. Là, le médecin les met en arrêt maladie. Et c'est là qu'il dit, il y a peut-être un burn-out quand même. Et là, ils orientent vers le psychologue. Le psychologue, il va faire un bilan après psychologique, voir si... il va apporter son éclairage pour dire ok, burn-out, je valide avec mes outils. Il y a des questionnaires spéciaux pour ça. Il y a aussi des entretiens, les outils du psychologue pour aider au diagnostic finalement. Et je fais un retour au médecin. Parfois, il arrive que je dise que j'ai pas l'impression que c'est un burn-out. D'accord, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, c'est ça. Et ça peut être juste une fatigue. Enfin, quand je dis juste, c'est pas péjoratif. Ça peut être une fatigue ou un surplus ou autre chose. La souffrance au travail. Et là, la souffrance au travail, là, on va être dans la contradiction indépassable entre les aspirations du sujet et la réalité de travail. Mais là,
c'est plus du tout le même chapitre que le burn-out parce que ça ne se traite pas de la même façon. D'accord. Nous avons une question d'un téléspectateur qui voudrait savoir est-ce que l'harcèlement au travail peut provoquer un burn-out? Est-ce que ça peut être un des critères du burn-out? Cause régulière, cause souvent. Ah, parce qu'il y a plusieurs, c'est ça? Le même avis parce que On a le droit. Alors, est-ce que ça ramène un stress chronique dont vous avez parlé aussi? C'est compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes vous manager dans une situation où vous avez la tête sous l'eau parce que vous avez vous-même un syndrome d'épuisement professionnel, vous pouvez avoir un comportement qui s'apparente à du harcèlement sans même vous en rendre compte. Ah, vous parlez de manager. Ok. Voilà. Si le manager. Donc, mais s'il impose ça sur les employés qui, eux, après ressentent, ça fait un peu un effet domino aussi. Ça peut faire un effet domino? Complètement. D'accord. Mais on ne sera pas forcément sur du burn-out. Donc, il faut, encore une fois, avoir tout ce travail d'équipe pour pouvoir diagnostiquer ce mal. Alors, si vous avez des questions, vous voulez témoigner, vous connaissez le numéro WhatsApp ou par texto 06 90 65 51 53. N'hésitez pas. Et nous avons justement Stéphanie qui voudrait savoir combien de temps pour diagnostiquer un burn-out. Je pense de manière générale. Un burn-out diagnostiqué tôt, pris en charge tôt, accompagné tôt. Nous sommes à 180 jours d'arrêt maladie en moyenne. Donc, c'est ça un burn-out. Et c'est pour ça que c'est important que nous, les professionnels de santé au travail, nous soyons vigilants. Un burn-out ne vous laisse jamais indemne. Jamais. On n'est jamais après comme avant. On va l'entendre tout à l'heure car nous avons une autrice qui va partager avec nous son expérience. Elle viendra dans quelques minutes, donc restez connectés avec nous. Est-ce que, en tant que psychologue et sophrologue, est-ce que quand la personne vient avec le burn-out, avec les symptômes du burn-out, vous le diagnostiquez, le mot est posé dessus, quelles sont en général les réactions? Est-ce que les gens s'y attendent? Est-ce qu'ils se disent « Mais non, pas moi, pas possible, je suis super productif, je veux retourner au travail, je peux le faire », le déni? Excellente question. Rassurez-moi, c'est pas ceux-là qui viennent vous voir. Hein. On ne sait jamais. Non, mais la plupart sont envoyés par les médecins. Donc, c'est ça. Oui. Il y a ceux qui ne veulent pas venir. Il y a des fois ceux qui ne veulent pas. Exactement. Il y en a qui viennent directement sans passer par le médecin parce qu'ils sentent le mal-être. C'est une très bonne question parce qu'en fait, ça parle de la personnalité de celui qui fait un burn-out. Il y a cette croyance de je suis fort, je vais y arriver, ce n'est que quelque chose de passager. Et donc, il y a quand ils arrivent, ils se disent mais non, quand même pas moi. Moi, j'ai fait un burn-out. C'est le déni. Avant de passer à la prochaine question, quels sont les symptômes en général du burn-out? La fatigue. La fatigue, fatigue. Donc, pas une fatigue parce qu'on n'a pas dormi ou qu'on a été en boîte, c'est une fatigue qui est répétitive? Souvent, non. Alors, merci de venir là-dessus. Non. Les troubles du sommeil sont très fréquents. Les troubles du sommeil, la fatigue. Et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir toute la clinique qui découle du fait d'être exposé à un stress chronique. D'accord. C'est-à-dire que j'ai moins de choses qui circulent dans le sang. Par exemple, j'ai moins de vitamine C pour mes cellules immunitaires, je vais avoir plus d'infections virales, je vais avoir plus de contractures musculaires, plus de troubles musculo-squelettiques, si j'ai hypertension, diabète. D'accord. Donc après, ça se manifeste sur le corps. On peut avoir des problèmes de dos, des problèmes de circulation, etc. Enfin, ok. Bon, on va en parler encore plus. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Il y a un burn-out pour les hommes, un burn-out pour les femmes ou c'est le même burn-out? Ah, bonne question. Avant de même revenir. Vas-y, Jonathan. Déjà, le burn-out, à la base, c'est pas une maladie psychologique. C'est une maladie organique, c'est une maladie des nerfs, c'est un épuisement complet. Et donc, ça a des causes psychologiques et ça a des conséquences psychologiques. Donc, effectivement, mais c'est pas diagnostiqué comme une maladie. Oui, c'est quand même reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme trouble. Mais j'ai vu que c'était pas le mot maladie. C'est ça. Ok. C'est pour ça qu'on dit syndrome d'épuisement professionnel. D'accord. C'est clair. Alors, du coup, les symptômes principaux, ça va être une fatigue chronique. D'accord. Une fatigue chronique, c'est déjà pas léger. Oui. Et après, il va y avoir toute la dimension psychologique, les anxiétés, les insomnies. Et vous parliez tout à l'heure de la dépersonnalisation, on appelle ça aussi cynisme. C'est ce côté de je perds l'empathie. Donc, pour me protéger de l'autre, pour me protéger, pour ne plus sentir cette propre douleur qui est là en moi, je vais comme me couper émotionnellement et me couper des autres. Ça veut dire que il y aura comme une perte d'empathie envers les collègues et envers les patients et envers les personnes avec qui on va être patient ou client ou autre. Et envers soi-même. Oui, envers soi-même. Ben oui.
Alors, rapidement, est-ce que hommes ou femmes, ça touche de la même manière? Les chiffres disent que les femmes sont plus touchées. Oui, les femmes sont plus touchées, mais selon moi, les femmes sont plus touchées parce qu'on va diagnostiquer plus tôt, puisque chez les femmes, la décompensation va se ressentir plus vite parce qu'il y a les enfants. Et le premier facteur qui arrive, c'est quand on arrive, un des premiers signes, c'est quand j'arrive à la maison que je supporte plus les enfants. Et voilà. Et chez les hommes, par contre, on va arriver malheureusement beaucoup plus tard. D'accord, très bien. Parce que je suis fort et je peux pas. Bien sûr, c'est ça. Mais nous allons parler, bien sûr, des remèdes, comment s'en sortir. Nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Martine Gauthier. C'est une autrice. Elle a vécu le burn-out. Elle va nous en parler first hand. Et oui, venez nous rejoindre, Martine. Bon, merci encore, Michael. Un plaisir. Passez une bonne semaine. Bienvenue. Venez nous rejoindre. En général, j'ai une petite musique, mais je l'ai pas ce soir. Bon, j'ai pas chanté parce que il a déjà plu assez ce week-end. Oui, on va pas faire ça. Oui. Et Pascal a dit moi, oui. Je pensais que tu allais dire, mais non, Jessie. Non, allez-vous bien, mettez-vous bien en face de moi. C'est une autre danse, souviens-toi. Oui, c'est vrai, c'est une autre danse. Souviens-toi. Ça va bien, Martine? Ça va très bien. Merci. Vous avez suivi le début de l'émission. Bien, nous parlons du burn-out. J'étais pas forcément, par rapport à ce que moi j'ai traversé, pas forcément en accord avec tout. Voilà. Ok, bon, on va en parler. Justement, vous avez sorti le livre Depuis, je pense avec mon corps. Vous l'avez sorti en mars 2022. C'est un livre, vous témoignez, en fait, c'est une biographie de ce que vous avez traversé. Expliquez-nous en quelques mots, justement. En fait, j'ai traversé 2 burn-out, l'un en 2011 et l'autre en 2019. D'accord. Et donc, de 2011 à 2022 que ce livre sorte, je dirais que j'ai exprimé par écrit, j'ai vraiment porté noir sur blanc mes ressentis, ce que j'ai traversé, toutes les douleurs, tous les prémices, l'avant, le pendant, l'après. Je l'ai fait sous forme de récit et de poésie parce que ça m'aidait énormément et ça a été, je dirais qu'au départ, c'était thérapeutique. Quand il est sorti, c'était toujours thérapeutique. Et là, ce soir, c'est encore thérapeutique. Effectivement. Pour vous, tout a commencé, c'est ça. Tout a commencé par des douleurs physiques. C'est à ce moment-là, vous avez commencé à réaliser quelque chose qui ne va pas. Vous avez une répétition de problèmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Quels ont été les premiers signes? Alors, en fait, l'année qui a précédé mon deuxième burn-out, j'ai fait cruralgie, sciatique, lumbago, enfin, voilà. Et j'étais arrêtée une fois, 2 fois, et après, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser mon équipe de côté. Ah, donc on en parlait, mais les deux, là, on est d'accord, alors, ok. Là, on est d'accord, oui. Et laisser, en fait. Vous étiez dans quel domaine professionnel? Dans le médico-social. Médico-social, voilà. D'accord. On confirme. C'est ça. Et en fait, bon, au début, je me suis arrêtée parce que mon médecin voulait m'arrêter. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas. Donc, j'y allais en boitant, voilà. Mais je faisais mon travail consciencieusement et j'avais ma conscience professionnelle et voilà. Jusqu'au jour où, malheureusement, mon corps s'est dit, comprend rien, donc je vais aller encore taper plus fort. Et j'ai voulu me lever un matin et là, par contre, j'étais incapable de poser le pied par terre. C'est-à-dire que mon corps s'était complètement raidi. Et vous n'avez plus jamais remis les pieds au travail? Et j'ai plus jamais remis les pieds au travail. En tout cas, ce travail-là. Et voilà, ce travail-là. Et en fait, je dirais que on parlait tout à l'heure des périodes qui suivent ce burn-out. Et effectivement, moi, je suis restée dans le déni des mois et des mois, jusqu'au jour où mon psychiatre a tapé du poing sur la table et il m'a dit, écoutez, regardez-moi parce que vous n'avez pas l'air de comprendre, vous n'y retournerez pas. Ah oui, il faut que ce soit clair et en fait. Jonathan, j'ai l'impression que tu as des histoires vécues aussi pour toi en tant que psy. Oui, c'est ça. On en parle avec tous mes patients. Hein. C'est ça, ils veulent pas. Mais c'est conscience professionnelle. On en parlait tout à l'heure. Overachievement, on veut y arriver. Alors, on a dit que vous avez fait 2 burn-out. Oui. À combien d'années? Alors le premier, je l'ai fait en Guadeloupe. D'accord. En 2011. Et donc je suis rentrée en métropole pour guérir un petit peu et redémarrer une nouvelle vie parce que c'était vraiment ce qui m'était préconisé. Et puis je pense que je suis repartie trop tôt. D'accord. Parce que mon psychiatre me disait c'est peut-être un peu tôt, mais il a senti ma motivation, c'est-à-dire que je suis passée d'un poste de secrétaire à un poste d'AMP, c'est-à-dire aide médico-psychologique. J'accompagnais des personnes en situation de handicap lourd, moteur et mental. Combien de temps après le premier burn-out? J'ai repris 2 ans. 2 ans. 2 ans. Alors ça répondra à une question qu'on a eue d'un téléspectateur. Combien de temps ça peut durer un burn-out? Longtemps. Alors. Donc ça dépend des personnes, déjà, je suppose. Oui, ça c'est sûr. Alors déjà,
il y a cette phase où le burn-out il s'installe progressivement et après il y a cette phase où on peut plus. Le corps lâche et souvent les personnes qui font un burn-out ils n'arrivent plus à se lever le matin. Ou sinon ils ont une maladie organique, médicale tellement forte, un problème cardiaque, un cancer. D'accord. Du coup ils sont forcés de s'arrêter. Combien de temps ça peut durer? Alors déjà il faut que les personnes comprennent que la meilleure thérapie juste après un burn-out, c'est le repos. C'est le repos et le sommeil. Il ne faut pas tout de suite chercher à qu'est-ce que je peux faire. Donc là, quand ils font ça, ils perpétuent en fait ce fonctionnement qui a causé le burn-out, c'est-à-dire il faut. Donc déjà, tout de suite après le burn-out, il faut se reposer. Et les personnes n'écoutent pas cette phase, ce besoin de repos. Ne pas écouter ses besoins. Oui. Vas-y. Juste une parenthèse, oui, vous parlez de sommeil, mais justement, le sommeil, il n'est pas là. Ouais. Donc, même si on se dit, bon, allez, on va aller s'allonger, on va essayer de faire une sieste, ou ce que vous voulez, il y a les traitements, mais malheureusement, qu'on veuille ou pas, il faudra mettre en place un traitement. Sommeil. Alors, je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire où j'ai refusé les traitements. Et j'ai été extrêmement bien accompagnée par un psychiatre et un psychologue. Et j'ai été vue un jour sur 2. Et un jour sur 2. Un jour sur 2. Ah oui. Et je peux vous assurer. C'est ça. C'est clair. Je pense que je suis tombée sur des professionnels qui étaient vraiment déjà dans ce milieu du burn-out. Et c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais le lundi, par exemple, je voyais mon psychiatre. Le mercredi, c'était le psychologue. Et voilà, c'était une alternance. Et ça m'a évité vraiment les doses d'anxiolytiques. Alors encore une fois, on le rappelle, chaque personne a sa propre expérience. Voilà, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas la solution pour toutes les autres qui auront le burn-out. Ce qui a marché pour vous ne marcherait pas nécessairement pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc c'est pas... voilà ce qu'il faut faire pour chaque individu. Justement, en parlant de choses à faire. Vas-y. Combien de temps ça dure? En fait, un burn-out, ça peut durer aussi toute une vie. Parce que justement, on peut... les gens se disent, c'est bon, j'ai repris de la force, donc j'y vais. Et quelques mois après, on retombe. En fait, ils se disent, c'est bon, c'est fini. En fait, c'est pas traité. En fait. C'est ça. Et donc, ils pensent que c'est bon, ils peuvent reprendre, mais en fait, non. Ils retombent parce qu'ils n'ont pas réellement repris. Et surtout, ils n'ont pas traité la cause du burn-out qui est cette surinvestissement, ne pas savoir mettre les limites, ne pas savoir dire non, ne pas savoir gérer le temps. Et ça, ils n'ont pas appris à le gérer. Et donc, ça fait qu'ils retombent au burn-out, mais c'est juste le burn-out qui continue. Alors, ça sonne très bien, Jonathan, parce que comment on peut s'en sortir? Quels sont les remèdes, entre guillemets, du burn-out? Est-ce que ce sont les médicaments, les thérapies, la sophrologie, le yoga? Enfin, il y a tellement de choses que j'ai lues sur Internet, tellement de remèdes différents, que ce soit aux États-Unis aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une marche à suivre? Psychologie, aller voir différents spécialistes. C'est important de se poser la question c'est pour ça qu'on peut faire un burn-out toute la vie. C'est important de se poser la question de qu'est-ce que j'attends, moi, individu, du travail. Qu'est-ce que je mets dans cette valeur travail? Et jusqu'où je vais? Et est-ce que je peux... Est-ce que si ce que je suis, si mon travail est ce que je suis, c'est compliqué de s'en sortir. Donc, c'est important d'avoir... c'est ça, tous les Américains vont avoir des problèmes parce que, dépendant des cultures, par exemple aux États-Unis, je travaille, je suis. Je suis. C'est souvent la culture du travail où on se définit, on vous dit, vous faites quoi, qui tu es. Voilà, tu dis, qui tu es, on va dire, ben voilà, je suis pâtissier, je suis musicien. C'est tout de suite le travail qui définit la personne. C'est intéressant, ça. Oui. En parlant du traitement psychothérapeutique, donc l'accompagnement, vraiment, cette question des valeurs, retravail des valeurs, identification des valeurs, ultra important. Cette désidentification du travail, ultra important aussi. Je dirais que, en fait, dans un accompagnement psychothérapeutique après un burn-out, il y a 4 grands axes, quelle que soit la thérapie confondue, qui est le premier, c'est le deuil. Il y a une énorme partie sur le deuil. Le deuil de la vie d'avant. La vie d'avant. Martine en parle dans son livre. De se dire, c'est plus possible, je ne vais plus travailler, je ne vais plus pouvoir travailler comme ça. Et c'est compliqué de faire ce deuil pour les gens qui ont subi un burn-out parce qu'ils étaient accrochés, en fait. Il faut comprendre qu'ils étaient surinvestis dans leur travail. Le travail faisait partie de la valeur haute, de la hiérarchie de valeur. Donc, c'est compliqué de se dire, il va falloir que je change quelque chose. Et deuxième étape? On aimait notre travail. C'est ça. Deuxième étape? Il y a vraiment cette partie de déculpabilisation, de se dire
Ok, donc ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas de ma faute. Les personnes qui ont subi un burn-out, elles se disent comment j'ai pu tomber dans le burn-out. C'est ça. Ou se sentir moins l'estime peut-être aussi de soi. Et surtout, ils ont vu les signes. Ils ont vu les signes de fatigue. Ils ont vu les signes, les douleurs. Ils ont vu les signes corporels. Ils ont juste pas écouté. Ou même les gens qui disaient mais tu devrais ralentir, ils ont pas écouté. Donc ils ont pas pris en compte ça et donc culpabilité. Donc déculpabilisation, estime de soi, qui est les personnes qui ont subi un burn-out. Justement, ils se définissent comme ça. Ils se définissent comme le travail. Et donc, bim. Et en plus, il y a une partie comment les autres vont me voir. J'étais celui qui apportait le travail à la maison, j'étais celui qui apportait l'argent à la maison. Même les amis, les collègues. Il y a aussi le stigma de tu dis un burn-out, en fait, des vacances que tu voulais, parce qu'il y a aussi ça, cette incompréhension. Si on n'a jamais fait face, il y a encore ceux qui disent tu voulais juste des vacances ou tu voulais pas travailler ou c'est feignant. Et c'est ces choses que j'ai entendues en faisant des recherches sur cette émission. Habiter un burn-out, ça n'a pas qu'à exister, c'est moi qui ne veux pas aller travailler. Je l'ai entendu plusieurs fois. Donc je peux comprendre cette peur. Et en dernière étape, confiance en soi, parce que les personnes qui ont subi un burn-out, ils se disent finalement donc je vais plus pouvoir travailler, j'aurais plus pouvoir travailler comme je le faisais, je vais plus. Il y a cette croyance que c'est plus possible, je ne suis plus fait pour ça, je vais plus jamais pouvoir retravailler ou pouvoir retravailler, c'est ça. Donc ça sape la confiance en soi. Il faut retravailler la confiance en soi en thérapie. Le burn-out et qui vous intéresse apparemment, vu que nous avons beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre les prochaines 10 minutes. Alors première chose, Martine, où peut-on trouver ton livre ? Alors, dans toutes les librairies sur commande, il n'est pas physiquement dans les rayons, ou sinon, en passant par moi, ça ira beaucoup plus vite. Très bien. Comment on peut te joindre ? Alors, soit par mon adresse mail, qui est les mots de Martine en attaché, les mots MOTS, de Martine, @gmail.com, ou par mon téléphone, 07 77 89 48 73. Parfait. Donc, depuis, je pense, avec mon corps, qui est sorti en mars 2022, c'est bien ça? Voilà. Alors, nous avons une question. Alors, comment peut-on prévenir? Est-ce qu'on peut prévenir le burn-out une fois qu'il a commencé? Enfin, que les symptômes ont commencé, on va dire. C'est deux questions différentes en fait, c'est ça. Alors il y a deux types de prévention. Il y a la prévention avant l'arrivée de la maladie, il y a la prévention qu'on appelle secondaire, qui est justement à l'arrivée des premiers symptômes. Donc la question était très pertinente. J'ai envie de dire, il y a les thérapies qu'on peut faire une fois que la personne est revenue au travail, un peu coaching, savoir s'affirmer, et tout ça là, et savoir gérer son temps, et tout ça, ça peut être fait avant de tomber en burn-out. Vous voyez? Tu es sophrologue également. Est-ce que justement la sophrologie, le yoga, le sport, il y a tellement de choses qu'on nous préconise quand on est au travail. Est-ce que ça peut aider à prévenir? Il n'y a pas de symptômes du tout du burn-out. Est-ce que ça peut aider à prévenir? Toujours du sport. Là, est-ce que justement s'organiser mieux au travail, parce que vous êtes ergonome également? Voilà, j'allais dire qu'avant tout, le burn-out, c'est un trouble psychosocial, ce qui veut dire, donc c'est une conséquence d'exposition à des risques psychosociaux. Donc la prévention primaire, elle commence par interroger l'organisation de travail. Donc elle est donc avant tout, donc oui, il faut d'abord interroger l'organisation de travail pour repérer ces déséquilibres ressources-contraintes. D'accord, très bien. Martine, question pour vous. Est-ce que vous avez des séances de dédicaces à venir ou de rencontres? Médiathèque du Lamentin, le mercredi 20. Mercredi 20 mars. Après-midi. À partir de 15h. À partir de 15h. C'est noté. Vous avez des réseaux sociaux également? Facebook, Instagram? Oui, les mots de Martine. Les mots de Martine. Voilà, sur Facebook et sur Instagram. Alors, nous avons une question assez difficile. Est-ce que le burn-out peut amener au suicide? Oui. Martine? Ah oui, avec certitude. D'accord. Ensuite, excusez-moi, la prochaine question. Est-ce que le burn-out est contagieux? Alors, excusez-moi, quand même. Attendez, je préfère revenir quand même sur ça, parce que c'est important. C'est pas le burn-out qui va amener au suicide. C'est la dépression qui va découler du burn-out. Qui amènera au suicide. Ok, donc à long terme. Voilà, c'est important quand même de le préciser. Est-ce que c'est contagieux? Alors,
Voilà. Non, mais par je contre- pose, c'est des questions des téléspectateurs. Je transmets. La série de suicides qu'il y a eu à France Télécom Voilà, à l'époque, c'est ça. on peut se poser des questions. Alors, Donc, à France Télécom, on n'était pas sur du burn-out. On était sur des situations qui s'apparentaient vraiment à du harcèlement au travail. exactement. Voilà, donc c'est voilà. Oui, non mais je veux dire, Est-ce que les gens le diagnostiquaient à l'époque? C'est ça, parce que si, puisque vous avez Maxime Belleguio qui a fait sa thèse dessus, bien sûr. oui, c'est un terme qui a été utilisé en 1974, si j'ai bien vu. C'était Herbert Freudenberger, qui a été un psychologue américain, qui a commencé à en parler pour la première fois. Donc, effectivement, c'était déjà connu. Nous avons France Lise qui voudrait savoir, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus touchés par le burn-out ou pas? Du soin, métiers sociaux. Alors, ça, c'était à une époque où on a beaucoup dit que c'était les premiers métiers, enfin, c'est les métiers du soin qui étaient les plus touchés. Dans la réalité, maintenant, tous les métiers sont touchés, tous les métiers, les cadres intermédiaires, tous les métiers où l'organisation, où il n'y a pas, si vous voulez, on travaille avec de moins en moins d'effectifs, donc forcément on travaille avec moins de moyens, donc oui, donc non. La sophrologie, on connaît, la sophrologie peut aider quand même dans la prise en charge du burn-out. La sophrologie, c'est un ensemble d'exercices d'automassage, de respiration, de visualisation, d'ancrage, de méditation. C'est pas qu'un ensemble d'exercices, c'est aussi une philosophie de vie qu'on apprend pendant les séances et après qu'on repratique dans la vie de tous les jours. Dans cette philosophie de vie, il y a l'écoute de soi, écoute de son corps, respect de soi, de ses envies, de ses besoins, de ses limites, de ses aspirations, qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc on peut au fond. L'appliquer dans tous les domaines de la vie, pas que le travail alors. Exactement. Et ça, c'est justement comment dire, les personnes qui sont sujettes au burn-out, justement, c'est ce qui leur manque, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire cette reconnexion à soi, à son corps, comme le dit joliment le titre de votre livre. Je me reconnecte à mon corps, je pense avec mon corps, donc il faut une reconnexion. Les personnes qui ont ce burn-out ont comme éteint les petits signes qui leur disaient il faut que je pense. C'est des gros signes pour toi, Martine. Ouais, mais surtout qu'il m'a laissé quand même beaucoup de souvenirs, dans le sens où j'ai développé à la suite de ces 2 burn-out une fibromyalgie. Donc voilà, et en fait, vous disiez tout à l'heure qu'on est en burn-out quasiment toute sa vie. Moi, je pense qu'effectivement, parce que la moindre chose que je fais aujourd'hui, j'y vais de tout mon cœur, de toute mon âme. Et en fin de compte, je n'arrive pas à m'arrêter et je me rends compte qu'il arrive un moment où je suis sur le fil rouge et que s'il n'y a pas cette petite sonnette d'alarme, je reprends un troisième. Comment allez-vous aujourd'hui, Martine? Aujourd'hui, je vais bien, moyennant que je sois très prudente avec moi-même. Donc se connaître, Voilà. on le répétait tout à l'heure, se connaître soi-même et écouter son corps. C'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner? Il nous reste 2 petites minutes d'émission. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui se sentent stressés, qui ne savent pas si est-ce que j'ai les signes précurseurs? À quel moment on doit se poser la question? À quel moment on doit dire stop? À quel moment il faut consulter? À quel moment on peut peut-être parler à son employeur? Il y a ses collègues. Il y a ses collègues aussi. Anne-Marie, quand on commence à avoir les signes, comme on en a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la fatigue, je sais pas, j'ai une angine, 3 semaines après j'ai la gastro, 5 semaines après, j'ai le lumbago. Là, mon corps commence à parler, donc j'écoute mon corps. Quand je vais voir le médecin qu'il me propose un arrêt de maladie, je dis pas non, parce qu'en général, les personnes souvent vont refuser. Et c'est là toute la différence. C'est pour ça que, et si je fais rapidement, mais c'est pour ça que dire que les gens qui ont des burn-out prennent des arrêts de complaisance, c'est faux. Voilà. C'est faux. Et pareil, et nous, dans la thérapie, dans l'accompagnement, nous demandons aux personnes qui ont fait des burn-out d'investir leur sphère personnelle. Donc oui, vous pouvez les rencontrer sur le bateau de croisière, messieurs, dames. Et ils sont là parce qu'on leur a demandé d'y aller et pas parce qu'ils sont des tirs au flanc. Voilà. Bien dit. Rapidement, Jonathan, il nous reste 30 secondes. Quelqu'un veut savoir, est-ce qu'en tant que psychologue, même si on n'a pas vécu un burn-out, on peut le diagnostiquer et comprendre son patient? C'est le métier du psychologue à la base. Mais bon, je pose la question rapidement. Même si on n'a pas diagnostiqué burn-out, il y a quand même un intérêt d'aller voir un psychologue et de mettre en place des thérapies, sophro. Donc il y a de l'aide, il y a des solutions, il y a de l'espoir. Mais je pense qu'il faut faire le premier pas. C'est ça, il ne faut pas avoir honte. C'est ça. Bon, on va finir à ces 2 phrases. N'ayez pas honte, écoutez votre corps, demandez de l'aide. Il y en a. Merci à vous en tout cas. Merci à vous à la maison. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain. Nous dînerons ensemble demain et de manière différente. Nous mangerons sans viande. C'est le thème. Allez, à demain soir, 18h sur Guadeloupe la Première. Passez une excellente soirée. Merci de nous suivre.